Noël Mbumba, je suis gabonais, marié avec plusieurs enfants. J'ai fait toutes mes études, après mon baccalauréat au Gabon, j'ai fait toutes mes études supérieures en France. D'abord un BTS d'informatique, ensuite une maîtrise en sciences de gestion, et après l'école de commerce, l'école des hautes études commerciales qu'on appelle l'EDEC. Ensuite, je suis rentré au Gabon, j'ai travaillé chez Total, embauché à Paris. Je suis rentré au Gabon comme cost-contrôleur. Ensuite, après Total, j'ai travaillé chez BICIG, la filiale de BNP Paribas. Ensuite, chez Perenco comme contrôleur financier. Ensuite, toujours dans le secteur pétrolier, chez Morel et Prom, chez Shell et aussi chez Baker Hughes, qui est une société américaine, et Halliburton aussi, qui est une société américaine en qualité de directeur financier. Et c'est à l'issue de ce poste, quand j'étais à Londres, qu'on m'a appelé pour rentrer au gouvernement en tant que ministre délégué aux finances et au budget, ensuite ministre délégué à l'économie et directeur général de la Société gabonaise de raffinage, la Sobara. Et après cette fonction, j'ai été ministre du pétrole et à la fin ministre du pétrole et des mines. Et je suis donc le fondateur du cabinet de consulting international C++. Je suis au cadre du ministère du budget et des comptes publics. Plutôt une lecture positive, puisque déjà le peuple gabonais s'est prononcé à plus de 90% pour cette constitution, cette nouvelle constitution, ce qui prouve à suffisance que l'écrasante majorité du peuple gabonais était d'accord que nous puissions passer à une nouvelle constitution, puisque l'ancienne constitution présentait beaucoup d'incongruités par rapport à nos traditions, par rapport à notre culture. Il était donc important que nous puissions passer à la nouvelle constitution, et le président n'a fait qu'entériner la volonté exprimée par l'écrasante majorité de nos populations. C'est plutôt une bonne décision, même si effectivement en 2 semaines, je crains qu'on ne puisse pas arriver au bout, mais c'est une bonne décision parce que l'ancien fichier électoral présentait beaucoup d'incongruités là aussi, parce qu'il y avait encore il y a encore des personnes décédées qui figurent dans ce fichier électoral, dans cette base. Il y a les primo-votants qui ne sont pas pris en compte et qui doivent l'être, parce que tous les Gabonais doivent être participatifs. Et c'est d'ailleurs l'esprit du dialogue national inclusif, de faire en sorte que tous les Gabonais, de manière tout à fait inclusive, soient participatifs de l'activité et du rythme de l'activité politique de notre pays. Donc la révision de la liste est une opportunité pour que ceux qui s'étaient abstenus ou ceux qui jusqu'à présent n'avaient pas voté, les primo-votants, les décédés, qu'on puisse faire un toilettage de cette liste, que nous puissions avoir une base qui soit tout à fait saine. Il faut déjà dire que Paris ne s'est pas fait en un jour. Après, il faut voir le verre à moitié plein plutôt que de le voir à moitié vide. Aujourd'hui, sauf à être aveugle ou à faire preuve de cécité exacerbée pour ne pas reconnaître les avancées qui ont été initiées par le CTRI, par le gouvernement qui est mis en place depuis le 30 août 2023. Le Gabon entier est en chantier. Quand on va dans les 9 provinces, les 9 provinces sont en chantier. Le président a alloué à chaque province une dotation de 7 milliards de francs CFA et on le voit de manière tout à fait tangible, les évolutions des chantiers. Dernièrement, on a vu le président inaugurer les Akaïers, le carrefour des Akaïers. On a vu beaucoup de chantiers au niveau de la démocratie avec la nouvelle cité. On a vu la cité Emeraude qui est en train d'évoluer. Les cités sont en train de monter, de sortir de terre, comme des champignons au niveau de Libreville, et les artères qui étaient dans le passé des artères difficiles à pratiquer sont aujourd'hui des voies qui permettent aux populations de pouvoir accéder à leur domicile. Et donc il y a des avancées. Naturellement, ces avancées ont besoin d'être soutenues et besoin d'être confortées. C'est tout l'intérêt de faire confiance au chef de l'État et faire en sorte que les équipes qui travaillent au niveau du CTRI puissent continuer l'action qu'ils ont entamée. Il faut dire que l'avenir du franc CFA, c'est la conséquence de la situation économique et la situation monétaire de notre pays, de nos pays, du moins les 6 États de la CEMAC. Pourquoi? Parce que derrière, il y a ce qu'on appelle une réglementation de change qui a été mise en place pour permettre
à ce que la zone CEMAC puisse avoir suffisamment de devises. Et comment on obtient ces devises? On obtient ces devises, c'est-à-dire les euros ou les dollars, en vendant, en exportant nos matières premières, sinon nos produits transformés. Et pour ce qui est du cas de notre région, nous exportons principalement des matières comme le bois, comme le pétrole, comme le manganèse, le fer, l'huile de palme, etc. Et c'est ce qui nous permet d'avoir des devises. Et ces devises nous permettent par la suite de racheter des produits pharmaceutiques, des produits alimentaires, des produits pétroliers, ce qui est curieux pour notre sous-région, parce que notre sous-région est une sous-région où la plupart des pays sont producteurs de pétrole. Donc l'idée derrière, pour conforter cette union monétaire au niveau de l'Afrique centrale, il faut renflouer les devises. Donc il y a deux approches qui ont été mises en place. C'est d'abord faire en sorte que les sociétés extractives, donc les sociétés de minerais et les sociétés pétrolières, puissent garder au niveau de la CEMAC une bonne partie de ce qu'on appelle les provisions pour remise en état des sites. Et ce sont des montants importants qui permettent d'avoir, dans les comptes séquestres, qui nous permettent d'avoir des devises. Parce que ce sont ces devises-là qui donnent la vitalité et la vigueur à notre union monétaire. Et derrière ça, il faut ajouter aussi la transformation de notre économie. Tant qu'on va toujours produire des produits qui sont vendus en l'état comme le fer, je pense au fer de Belinga, je pense au fer de Milingui, je pense au manganèse. Le manganèse, il y a déjà eu une avancée avec la production du ferromanganèse, donc une partie du manganèse est déjà transformée sur place en ferromanganèse qui permet de le vendre à un meilleur coût. Et donc pour le fer, il faut faire la même opération, c'est-à-dire faire une première ou une deuxième transformation en alléage de fer qui sera plus rentable et qui aura plus de valeur ajoutée que de vendre le fer en l'état où il est. Parce qu'il faut le rappeler, nos produits comme le fer sont des minéraux polymétalliques. Donc à l'intérieur, quand on prend un bloc, il y a à l'intérieur plusieurs minéraux. Il peut y avoir du zinc, il peut y avoir du plomb, il peut y avoir même de l'or ou du diamant. Donc il est important qu'on puisse encourager dans les contrats ou dans la révision des contrats, qu'on puisse intégrer une première et une deuxième transformation pour gagner en valeur ajoutée. Et donc ça permettra de vendre plus cher et donc d'engranger des recettes budgétaires, notamment les devises. Et derrière ça, il faudrait qu'on puisse développer de manière parallèle des activités qui nous éviteraient d'importer, comme par exemple les produits alimentaires. Quand vous prenez un pays comme le Burundi qui a sa propre monnaie, on n'importe pas les produits alimentaires. Donc même le fromage, j'ai entendu dire, oui, mais monsieur le ministre, il y a des Français ici qui veulent manger le fromage. Oui, dans ces pays-là, le fromage est produit en Ouganda ou au Burundi, il est produit in situ. Donc les produits alimentaires aujourd'hui, importer du poulet, importer de la viande, ne peut pas se justifier parce que ce sont des devises qu'on fait évaporer pour rien, alors qu'on peut produire le poulet sur place, on peut produire la viande sur place. Donc développer une agriculture, l'élevage, la pêche qui permet de pouvoir on va dire, arrêter l'hémorragie en termes d'importation et d'évasion des devises étrangères. Donc ce sont ces solutions-là, ce double objectif qu'il faut rechercher pour pouvoir avoir une stabilité au niveau de la zone CEMAC. Ça fait partie, je pense, de la politique de restauration des institutions, parce que derrière la restauration des institutions, il y a la restauration économique, il y a la restauration des institutions, on va dire, au niveau du pays, mais derrière la réappropriation, que ce soit dans le secteur pétrolier, on a vu avec le rachat d'Assala par le chef de l'État, qui en a fait, on va dire, une priorité. Et on a vu encore tout dernièrement avec le rachat d'un certain nombre d'actifs, notamment avec Afrijet, avec Sekagadis, et aujourd'hui, il n'y a pas très longtemps avec la SNBG, c'est plutôt une bonne chose parce qu'on se réapproprie des activités ou des actifs qui avaient été cédés parfois dans la précipitation par l'ancienne équipe, sinon par des moyens qui n'étaient pas forcément tout à fait orthodoxes. Et donc dans la restauration, il faut se réapproprier, reprendre ces actifs-là qui constituent des moyens de pouvoir asseoir notre souveraineté, que ce soit sur le plan énergétique, que ce soit sur le plan de nos ressources en matière première. La ville de Port-Gentil a reçu des fonds qui leur permettent aujourd'hui d'enclencher ce nombre de chantiers
Et moi-même, j'en ai fait le constat quand j'étais à Port-Gentil il n'y a pas très longtemps. Il y a des axes qui sont aujourd'hui mis en chantier. Et ce que nous attendons, ce que attendent les populations au niveau de Port-Gentil, c'est une accélération de la cadence par rapport à ces chantiers, pour que d'ici, on va dire d'ici les 6 prochains mois, que Port-Gentil ne soit pas en retard ou en reste par rapport aux autres localités. Mais bien plus, Port-Gentil, faut-il le rappeler, est la capitale économique de notre pays. Et donc, on a besoin de densifier l'activité économique au niveau de Port-Gentil et donc donner encore plus de relief, par exemple, au port de Port-Gentil, avec le projet de mettre un port d'exploitation pour le manganèse qui partirait de Ndjolé pour Port-Gentil. C'est une opportunité qui permettra de développer Port-Gentil, mais également densifier au niveau des sociétés pétrolières. On a vu la construction, la mise en place de la construction du siège de Gabon Oil Company. C'est une bonne chose, ça permettra de donner une certaine vitalité à la ville, mais à côté de ça, Port-Gentil souffre du chômage parce que les entreprises pétrolières, les anciens majors pétroliers comme Total, comme Perenco, etc., ne vont plus forcément avoir une cadence d'embauche assez importante. Donc il est important qu'on puisse encourager, notamment dans le cadre du local content, l'appropriation par les Gabonais des permis matures, des permis majeurs, pour pouvoir relancer l'activité économique et éviter le déclin au niveau de la production pétrolière. Parce que, qu'on ne le veuille pas, malgré tout l'intérêt qu'on accorde au changement climatique, le pétrole a encore de beaux jours devant lui, et il est important que Port-Gentil, qui est l'une des villes pétrolières du Gabon, parce que ce n'est pas la seule, a besoin qu'on puisse encourager par la mise en place, je pense avec la BCEG, d'une nouvelle banque d'investissement pour les PME, qu'on puisse soutenir l'activité des PME dans le cadre du local content pour permettre aux Gabonais de pouvoir s'approprier les permis matures et donc de ralentir le déclin sur le plan de la production pétrolière. Et donc générer des emplois par cette activité, générer des emplois par l'activité portuaire, générer des emplois par l'activité de la pêche et bien d'autres activités. Je pense que Port-Gentil a besoin d'un nouveau souffle et l'arrivée du CTRI nous permet d'avoir un espoir dans ce sens. J'ai retenu deux choses, principalement du discours du 31 décembre du chef de l'État. J'ai retenu d'abord le bilan qui a été fait de son magistère depuis que le CTRI a pris les rênes du pays. Il a fait un bilan qui, comme je le rappelais tout à l'heure, on doit voir les choses, le verre en moitié plein. Moi, je me satisfais, même si effectivement, comme je rappelais, Paris ne s'est pas fait en un jour. Et donc, les populations en veulent, et c'est d'ailleurs le rappel qu'a fait le chef d'État lors du Conseil des ministres de dimanche dernier pour dire qu'il faut que les membres du gouvernement, les membres du CTRI puissent continuer à travailler d'arrache-pied pour que les chantiers qui ont été entamés puissent aller de l'avant. Ça, c'est déjà le bilan. Ensuite, il a évoqué la nécessité de pouvoir respecter le calendrier qui a été défini lors de la prise de pouvoir par les autorités du CTRI. Donc le respect du calendrier sur les 2 ans de transition. Il a rappelé que le calendrier sera respecté. Et le troisième motif de satisfaction, finalement, ce sont les grands chantiers qui pointent à l'horizon en 2025 avec la construction du port en eau profonde de Mayumba, la construction du chemin de fer Belinga-Boué-Mayumba. Ça va être des grands chantiers au niveau de notre pays et même dans l'hémisphère sud, parce que ces chantiers, il a rappelé qu'ils vont générer 163 000 emplois. Effectivement, les chantiers, que ce soit les chantiers de construction de chemin de fer, comme les chantiers de la construction du port en eau profonde, ce sont des chantiers qui vont générer des emplois directs, mais aussi des emplois indirects importants. Souvenez-vous qu'à la construction d'Eurotrag, Eurotrag était le chantier le plus important de l'hémisphère sud à cette époque. Et aujourd'hui, le chantier de construction du chemin de fer Belinga-Boué-Mayumba sera plus important que le chantier de Eurotrag. Et donc, c'est un grand chantier qui augure un espoir, que ce soit pour la jeunesse, comme pour aujourd'hui les Gabonais qui sont
qui sont en attente d'un emploi. Et il ne faut pas tout attendre de l'État ou de la fonction publique. 163 000 emplois générés, ce n'est pas rien. Donc les gens doivent se former dans les métiers qui leur permettront de pouvoir avoir accès à ces emplois-là. C'est de ça qu'il s'agit, parce que si on n'a pas les compétences, le président, le gouvernement sera obligé d'aller les chercher ailleurs, comme on l'a fait lors de la construction de l'OTAN. On est obligé d'aller prendre la main-d'œuvre étrangère. Donc il ne suffit pas simplement d'ostraciser la main-d'œuvre étrangère. Encore faut-il que les Gabonais, qui sont aujourd'hui peut-être formés à l'université dans des filières de littérature, pour lesquelles j'ai beaucoup de respect, mais qui malheureusement ne trouvent pas la possibilité d'avoir des concours ou bien de pouvoir s'intégrer, puissent se former dans les métiers qui leur permettront demain de pouvoir accéder à ces fonctions-là. Donc c'est une fenêtre d'opportunité qui est là, et nous soutenons totalement, moi en tant qu'homme politique, en tant qu'ancien membre du gouvernement, nous soutenons totalement cette initiative de pouvoir développer le port en eau profonde, parce que le Gabon va être finalement un hub au niveau de l'Afrique centrale, sachant que nous sommes à la façade atlantique et que nous ne sommes pas très loin de Pointe-Noire, nous ne sommes pas très loin de Matadi en RDC, et avec le chemin de fer qui pourrait aller jusqu'au CFCO Congo-Océan, le Gabon pourrait être un hub pour toute l'Afrique centrale en termes on va dire, d'exploitation aéroportuaire. Mon souhait, c'est que l'équipe du CTRI puisse continuer à travailler d'arrache-pied pour que les chantiers qui ont été entamés puissent aller à leur terme, mais aussi et surtout vraiment que le président puisse concrétiser les projets annoncés, parce que les Gabonais attendent, et ces projets auront un impact à la fois social et à la fois économique, parce que derrière, aujourd'hui, on a la CNSS qui a besoin d'élargir le diamètre de son assiette en termes de cotisation. Oui, aujourd'hui, il y a des gens qui ne perçoivent pas forcément leur pension, parce que l'assiette de la CNSS est étriquée avec le Covid. On a eu 100 000 sociétés qui ont fermé boutique. Et donc aujourd'hui, avec ces chantiers, ça permettra d'élargir l'assiette fiscale et aussi l'assiette au niveau des entreprises qui sont des filets sociaux comme la CNSS et la CNAMGES. Aujourd'hui, la CNAMGES a quelques difficultés, mais avec ces nouveaux cotisants, 163 000 nouveaux cotisants, l'assiette de la CNAMGES va se retrouver renflouée. Il en est de même pour les recettes fiscales et la CNSS.